Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nicolas Sarkozy, jugé du 6 janvier au 10 avril, l'ancien président répond de corruption, recel de détournement de fonds publics libyens, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. En résumé, la justice l'accuse d'avoir reçu des fonds secrets de la Libye de Kadhafi pour financer sa campagne électorale victorieuse de 2007. Depuis le début, Nicolas Sarkozy clame son innocence, il dénonce une fable. Code Source résume cette affaire en 2 épisodes, le second aujourd'hui avec Timothée Boutry, journaliste au service police-justice du Parisien. Il suit ce dossier depuis le début. On reprend le fil de ce récit en novembre 2016 et on reparle de Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, c'est l'intermédiaire qui était avec le bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, à Tripoli en octobre 2005 et qui était toujours à Tripoli en décembre 2005 avec Brice Hortefeux, le ministre des collectivités territoriales proche de Nicolas Sarkozy. En novembre 2016, donc des années après le début de l'enquête, il affirme dans une interview accordée à Mediapart, interview vidéo, qu'il a remis à Nicolas Sarkozy et à son entourage des mallettes d'argent liquide avant la présidentielle de 2007. Ziad Takieddine indique qu'il a fait plusieurs visites au ministère de l'Intérieur. Il évoque une somme totale de 5 millions d'euros. Il évoque 2 remises à Claude Guéant et une remise à Nicolas Sarkozy. Vous avez ouvert la valise, vous avez regardé ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, mais j'ai pas compté. Ça se constitue de billets de 100? De billets de 500 et quelques-unes de 200. Quelques paquets de 200. Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur? Bien sûr. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh. Est-ce que vous avez vu M. Sarkozy ouvrir la valise? Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il... Ni ouvert, ni vérifié, ni rien du tout. On parlait tout de suite d'autre chose. Vous sentez, vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? Comme d'habitude, je suis serein. Donc là, on est vraiment sur un témoignage direct, sachant que, il faut le dire d'ores et déjà, la justice, à l'issue de l'enquête, va considérer que ces déclarations quant à des remises à Claude Guéant sont crédibles, puisque Claude Guéant va à cette époque-là louer un coffre de grande taille à la BNP. Pour les enquêteurs, cette location se justifie uniquement pour entreposer l'argent liquide qu'il aurait reçu de Ziad Takieddine. En revanche, l'hypothèse d'une remise directe à Nicolas Sarkozy a été écartée par les juges d'instruction. Toujours dans le cadre de l'enquête, les juges d'instruction découvrent qu'au mois de mars 2008, Claude Guéant a reçu un virement important et suspect, un virement de 500 000 € en provenance d'un avocat malaisien. Claude Guéant et son épouse vont acheter un appartement dans le 16e arrondissement qui va être financé en grande partie par ce virement de 500 000 € qui vient de cet avocat malaisien. Claude Guéant dit en fait je l'ai rencontré lors d'un dîner avec l'ancienne ambassadrice de Malaisie en France. Lors du repas au Ritz, on a parlé peinture et je lui ai dit que j'avais 2 toiles d'un peintre flamand du XVIIe siècle. Il s'est montré très intéressé et finalement il a décidé de les acquérir pour cette somme-là. Cette somme de 500 000 € pour ces 2 tableaux est totalement surévaluée. Les experts disent qu'au maximum, on pourra arriver à 50 000 € et encore. L'ancienne ambassadrice de Malaisie en France va dire « Mais attendez, moi je ne sais pas qui est Claude Guéant, j'ai jamais participé à ce dîner ». Donc beaucoup d'interrogations. Et au final, pour les enquêteurs, cette vente de tableaux est totalement fictive puisqu'on a pu retracer les circuits financiers et que juste avant de faire ce virement, l'avocat malaisien a reçu la même somme d'un compte venant d'un homme d'affaires saoudien, lequel homme d'affaires saoudien est un très proche d'Alexandre Djouri, dont on a déjà parlé, qui est lui aussi un intermédiaire. Et donc, en fait, la thèse de l'accusation, c'est que Alexandre Djouri a donné 500 000 € à Claude Guéant pour acheter son appartement et en échange, Claude Guéant serait intervenu auprès des dirigeants de ADS pour que Alexandre Djouri reçoive une commission à laquelle il n'avait pas droit. Pourquoi on évoque ce sujet-là au moment de ce procès? C'est parce que déjà c'est les mêmes protagonistes et que cet argent, ces 500 000 € que Alexandre Djouri aurait versé à Claude Guéant via cette histoire des tableaux viendrait de Libye. Sachant que l'un comme l'autre, Alexandre Djouri et Claude Guéant, contestent toute infraction de corruption.
Alexandre Jory est donc un homme d'affaires franco-algérien. Pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il a été reçu 59 fois à l'Élysée par Claude Guéant et à 14 reprises par le président lui-même. Les juges d'instruction s'intéressent aussi à la vente en 2008 d'une villa qui appartenait à cet homme, Alexandre Jory, villa située à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Problème, Timothée Boutry, cette villa a été achetée par un fonds libyen à un prix de 10 millions d'euros, un prix qui aurait été surévalué d'après la justice de 6 millions d'euros, donc son vrai prix aurait dû tourner autour de 4 millions d'euros. Quel est le soupçon en clair ? Encore une fois, il est question d'argent de Libye vers la France, sachant que c'est Béchir Saleh qui est à la manœuvre. Béchir Saleh, on en a parlé, c'est l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. C'est lui qui a la haute main sur les finances via le fonds d'investissement. Et c'est cet homme qui a été exfiltré de manière très opportune juste avant le deuxième tour de la présidentielle, notamment grâce à l'aide d'Alexandre Jory. Donc c'est lui qui en fait va acheter cette villa, enfin lui, via le fonds d'investissement. On l'a dit à un prix totalement surévalué. Donc c'est une manière de faire venir des fonds libyens vers la France, vers un homme quand même, Alexandre Jory, alors qui lui dit qu'il n'était pas le propriétaire de la villa. Bon. Et c'est notamment, selon les soupçons des enquêteurs, grâce à cet argent que Alexandre Jory a pu payer les fameux 500 000 euros à Claude Guéant, dont il a été question sur l'histoire des tableaux. Est-ce que l'enquête permet de dire si de l'argent liquide a circulé dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2007 ? Là, les enquêteurs se sont plongés à nouveau dans les comptes de cette campagne qui ont été validés par la commission de contrôle de l'époque, et ils ont vu qu'il y avait de l'argent liquide qui avait circulé, notamment pour des remboursements de frais ou des versements de primes en liquide en fin de campagne. Mais il y a un assistant spécialisé, c'est-à-dire un enquêteur du parquet national financier, qui fait une extrapolation et aboutit à la conclusion que 250 000 euros auraient été versés en liquide en guise de prime de fin de campagne. Pour les enquêteurs, on trouve du liquide à cet endroit-là, et donc ça permet aussi d'asseoir les accusations et d'aboutir à ce renvoi devant le tribunal. Le 22 mars 2018, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. En 2020, les 6, 7, 8 et 12 octobre, l'ancien président est entendu pendant 40 heures par 2 juges d'instruction. À ce moment-là, Timothée Boutry, vous révélez dans Le Parisien, quelques jours plus tard, le contenu de ces journées d'audition. Que dit Nicolas Sarkozy en résumé ? Il dit c'est à se taper la tête contre les murs, je n'ai rien fait, il n'y a rien dans le dossier, vous n'avez pas de preuves. On sent son exaspération, sa détermination à se battre. Ça va durer 4 jours, donc c'est extrêmement long. C'est vraiment le très gros interrogatoire qui va aboutir à sa mise en examen pour association de malfaiteurs. Et là, tous les éléments du dossier, tout ce dont on a parlé, va lui être opposé. Et notamment, les rencontres de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec Abdallah Senoussi. Abdallah Senoussi, c'est cet homme qui avait été condamné pour son implication dans l'attentat du DC-10 du TA. Bon. Et Nicolas Sarkozy va en quelque sorte lâcher ses plus proches collaborateurs en disant s'ils l'ont rencontré, c'est une erreur, ils n'auraient pas dû, ils ont été imprudents, mais ça ne m'engage en rien, moi. Moi, qu'est-ce qui me rattache à ça ? Moi, je n'ai rien demandé, je n'ai rien reçu, vous n'avez aucune preuve. Et il y a eu ces visites, mais moi, je ne suis pas concerné. Quelle est l'hypothèse mise en avant par l'accusation ? Pourquoi la Libye de Kadhafi aurait donné des millions d'euros pour financer de façon occulte et illégale la campagne du candidat Sarkozy en 2007 ? Alors pour les juges, la Libye aurait eu des contreparties de 3 ordres, diplomatiques, économiques et juridiques. Diplomatique, réintégrer la Libye dans la communauté internationale, faire de cet État paria un État à nouveau fréquentable. Les contreparties économiques, c'est des discussions sur des contrats entre des entreprises privées et la Libye sur des domaines aussi importants que la sécurité, le nucléaire civil ou l'aéronautique. Et les contreparties juridiques, c'est l'intervention qui aurait été faite par 2 avocats français, dont l'avocat Nicolas Sarkozy, pour obtenir la levée du mandat d'arrêt de Abdallah Senoussi. Donc l'idée du pacte de corruption, c'est ça. La Libye finance la campagne de Nicolas Sarkozy et en échange s'en fait un allié et peut compter sur des contreparties de ces différents ordres. Timothée Boutry, le 11 novembre 2020, l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui est en fuite au Liban, se rétracte dans une interview accordée à BFM TV. Cette interview, elle est un peu curieuse sur le fond, mais aussi sur la forme, puisque il est sur le port de Beyrouth, ça dure quelques secondes. Je confirme
que ceci n'est pas vrai. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Monsieur Sarkozy. Jamais. On a l'impression d'un peu d'amateurisme et on ne sait pas comment vraiment accueillir cette nouvelle version de Ziad Takieddine. Nicolas Sarkozy se réjouit après cette rétractation, tout en se montrant amer suite à des années d'enquête. Et je demande à chacun de ceux qui nous regardent, qu'ils aient voté pour moi ou pas, qu'ils m'aiment ou pas. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti? Mais Timothée Boutry, le 14 janvier 2021, Ziad Takieddine est entendu une nouvelle fois par les juges d'instruction français à Beyrouth et il change à nouveau de position, donc il revient sur sa rétractation. Il faut savoir que Ziad Takieddine, c'est quelqu'un qui change beaucoup de versions. Il a été entendu à très nombreuses reprises et on ne va pas dire qu'il dit tout et son contraire à chaque fois, mais enfin, c'est souvent évolutif. Il y a cette rétractation sur le port de Beyrouth, puis devant le juge, il va dire « bah non, en fait, je reviens sur ma rétractation et je maintiens mes accusations de financement en liquide de la campagne. Oui, j'ai bien versé des valises. » Donc, Ziad Takieddine, c'est un témoin important, mais dont il faut prendre les déclarations avec des pincettes. Mais là où les enquêteurs s'intéressent à lui, bon, au-delà de son rôle pivot dans le dossier, c'est qu'à l'époque de toutes ces rencontres, avec les dignitaires libyens et en présence d'hommes politiques français, il a rédigé des notes. Et on a retrouvé ces notes dans son ordinateur. Et ça, pour les enquêteurs, ça a plus de valeur que ce qu'il peut dire des années plus tard en modifiant, en évoluant sur ses déclarations. La justice va enquêter sur les coulisses de la rétractation de Ziad Takieddine, à BFM et dans les colonnes de Paris Match. La justice soupçonne en clair que des proches de Nicolas Sarkozy ont manœuvré pour influencer Ziad Takieddine pour qu'il fasse donc cette rétractation contre de l'argent. On a pu identifier tout un circuit d'intermédiaires qui sera intervenu pour financer cette rétractation, avec notamment à la manœuvre Mimi Marchand, qui est la grande papesse de la presse People et qui est très proche notamment de Carla Bruni Sarkozy, dont elle gérait l'image. Et cette rétractation avait été baptisée l'opération Sauver Sarko. Et en fait, elle est en train de se retourner contre celui qui devait en être le bénéficiaire, puisque donc Nicolas Sarkozy à nouveau mis en examen et récemment, Carla Bruni a elle aussi été mise en examen. Donc cette rétractation dont on se rend compte qu'elle ne s'est pas faite dans les règles de l'art, loin de là, bon bah ça alimente aussi forcément les soupçons sur l'enquête sur le financement libyen. Donc on se dit mais pourquoi si Ziad Takieddine est ce menteur invétéré, pourquoi à tout prix on veut obtenir sa rétractation, pourquoi on va la payer? Bon, c'est vrai que cette affaire dans l'affaire, elle contribue à rendre ce climat encore plus nébuleux et encore plus suspicieux. Et dans cette affaire dans l'affaire, depuis octobre 2023, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour recel de subornation de témoins et association de malfaiteurs. Timothée Boutry, on en revient au début de ce podcast, au début donc du premier épisode. L'affaire du financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 est jugée entre le 6 janvier et le 10 avril devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans cette affaire, il n'y a pas une preuve irréfutable de l'aveu même de l'accusation, mais un faisceau d'indices. Qu'est-ce que ça veut dire? Les juges, en gros, reprennent la défense de Nicolas Sarkozy, qui dit il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, et ils disent en matière de corruption, la preuve formelle n'existe pas. Parce qu'on est sur des circuits occultes, on est sur différents canaux de financement, différents intervenants. Alors oui, on n'a pas le montant exact, c'est vrai. On ne sait pas dire quelle somme est venue de Libye et a pu abonder cette campagne. Les enquêteurs font état des limites un petit peu de leurs investigations. C'est une manière aussi d'anticiper la défense de Nicolas Sarkozy, bien sûr. Mais ils disent, mais on a quand même réussi à établir qu'il y avait de l'argent qui était venu de Libye en France, vers des proches de Nicolas Sarkozy, que de l'argent liquide a circulé dans la campagne, et donc, à partir de ça, ce faisceau d'indices, ces témoignages, ces notes retrouvées, ces rencontres suspectes, on estime que le pacte existe et que l'argent a pu alimenter la campagne. Donc ça va évidemment être largement débattu,
contesté par tous les prévenus. Tous les prévenus sont vraiment sur la même longueur d'onde en disant non mais pas du tout. Donc ça va être des audiences qui vont être disputées avec une défense qui sera extrêmement présente et offensive et c'est normal, c'est son rôle. Quel est l'argument des avocats de Nicolas Sarkozy? C'est de dire que Ziad Takieddine a finalement gardé de l'argent pour lui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait de dire que, ok, très bien, Ziad Takieddine a reçu ces virements dont on a parlé, mais il a fait croire, en fait, aux Libyens que c'était pour alimenter ma campagne, mais en fait, il les a gardés pour lui. La thèse, c'est une escroquerie de Ziad Takieddine. Alors, là encore, les juges dans l'ordonnance disent non, mais ça nous paraît pas crédible, il peut pas avoir manipulé autant de gens. Bon, mais en tout cas, ça, c'est vraiment la thèse de la défense de Nicolas Sarkozy. Que risque l'ancien chef de l'État? Alors, juridiquement, il a encore une peine de 10 ans de prison, mais au-delà de la peine, c'est le symbole, en fait. Parce que, si Nicolas Sarkozy est reconnu coupable, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on parle d'un État comme la Libye, un État terroriste, qui aurait alimenté en liquide la campagne présidentielle d'un président de la République française. Donc c'est extrêmement grave. A contrario, s'il est relaxé, comme il va le plaider, dans son camp, on pourra légitimement dire, regardez, pendant 10 ans, on s'est acharné sur un homme politique innocent, on l'a accusé de faits extrêmement graves alors que ça ne tenait pas la route, ça a totalement perturbé sa carrière politique, ça a mis en cause son honneur, et pour le parquet national financier qui va soutenir l'accusation, c'est évidemment un enjeu qui est très fort, il y a une grosse pression en fait. Donc on est sur un enjeu vraiment considérable, et donc les débats vont évidemment être très intéressants, et la décision sera évidemment scrutée avec beaucoup d'intérêt. Qui connaît forcément la vérité dans cette affaire complexe? Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, beaucoup de dignitaires libyens, on l'a dit, qui ont dit que oui, la campagne avait été financée, ils ont évoqué des montants différents. Nicolas Sarkozy dit oui, mais en fait, tous ces gens, ils m'en veulent, puisque moi, j'ai été fer de lance de l'intervention de 2011 qui a abouti à la chute du régime. Donc en fait, c'est une vengeance. Ils m'accusent de faits aussi graves, mais parce qu'ils m'en veulent. Là encore, les juges disent non, mais ça nous paraît pas possible que autant de gens aux intérêts divergents aient pu soutenir de telles accusations uniquement sur la base de la vengeance. Bon, ça va être débattu. Après, il y a une vérité judiciaire qui va émerger, en tout cas à l'issue de ce procès. On va voir ce que les juges du tribunal vont en faire. Est-ce qu'ils vont estimer que, mis bout à bout, tous ces éléments sont suffisants pour rentrer en voie de condamnation, ou alors que il n'y a aucune preuve formelle d'un quelconque financement et prononcer la relaxe de Nicolas Sarkozy. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de l'audience. Merci Timothée Boutry. Évidemment, toute l'actualité judiciaire est à suivre en temps réel sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquier-Roty et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Ça nous aide pour la mise en avant par les algorithmes. Et puis, n'hésitez pas à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi matin dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni.